Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. C'est ce dimanche que l'on célèbre la fête de Pâques. Depuis ce matin, les chrétiens sont dans les églises et autres temples pour célébrer le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ crucifié. Dans cette édition, nous allons nous intéresser aux erreurs médicales. Ce sera avec Alexis Ouedraogo qui a rencontré nos patientes qui a été victime d'erreurs médicales. Au moins 112 personnes ont péri dans un attentat suicidaire mené hier samedi contre des bus transportant des personnes évacuées de localités syriennes loyalistes, en Syrie bien sûr. Le magazine de ce dimanche a pour thème l'industrialisation en Afrique de l'Ouest avec en prime le système de qualité et l'agro-industrie. Notre invité est M. Kalilou Traoré, commissaire de la CEDEAO chargé de l'industrie et de la promotion du secteur privé. M. Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation et puis à tout à l'heure pour les échanges. Je vous en prie. Rendons-nous à Bouaké, la capitale de la région de Beckham, pour voir comment la fête de Pâques est célébrée dans cette localité. C'est avec notre reporter Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, de RTI Bouaké. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Les fidèles commémorent la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe au lendemain de sa passion, c'est-à-dire le 3e jour précédant la Semaine Sainte. Un événement de grande importance sur lequel repose la foi chrétienne, la victoire du Christ sur la mort et un passage, celui de la mort à la vie. Dieu aime tellement les hommes qu'il a fait don de son Fils Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité pour donner la vie, la joie à l'humanité tout entière. Et nous devons accueillir ce message, la résurrection de la part du Seigneur, pour que chacun, dans le quotidien de sa vie, puisse œuvrer pour que la vie de Dieu triomphe sur la mort. La résurrection, au cœur du christianisme, la bonne nouvelle par excellence. Nous sommes des êtres nouveaux, nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons la joie, nous avons la vie et nous avons l'espérance que si un jour on mourrait, on ressusciterait pour vivre dans le royaume. Les festivités pascales, centre de l'année ecclésiastique, le foyer où tout converge et la source de laquelle tout découle. Revenons sur la célébration de Paquinou dans la région du Bélier. L'événement a rassemblé cette année les communautés du Grand Centre et les autres régions de la Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle a été présidée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Gabriel Zani. Paquinou du Bélier 2017 ne donne pas seulement vie à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. La fête Paquinou est bien plus que de simples retrouvailles, c'est désormais un espace incrusé d'échanges de culture, selon l'initiateur de l'événement. Chaque année, la période de Pâques, qu'on peut appeler la période la moisson, c'est la fête de la moisson. Parce qu'on a moissonné les ignames, le cacao, le café, on a un peu d'argent. On se retrouve pour réaliser des projets socio-économiques. C'était ça, Paquinou, au début. Mais aujourd'hui, les choses évoluant, il faut le moderniser. Le moderniser en parlant du brassage des populations, d'autant plus que notre pays en a le plus besoin. C'est le sens que nous avons donné à Paquinou du Bélier. Monsieur le vice-président, grâce à votre encadrement, voici la petite pierre que la région du Bélier entend apporter à la cohésion sociale. Une petite pierre ardente. Et nous souhaitons vivement que cette pierre puisse embraser tout le pays entier afin que la Côte d'Ivoire, une et unie, forte,
regarde l'avenir. Ce samedi 15 avril, place Jean-Paul II de Yamoussoukro, le vice-président, plusieurs membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les chefs traditionnels et les communautés de 9 régions du pays, notamment celles du Bélier et du Poro, ont démontré leur attachement aux valeurs de fraternité et d'unité. Le lieu pour le vice-président de lancer un message de paix. Il est heureux de constater que Pakinou, qui naguère ne mobilisait massivement que la communauté baoui, à qui elle doit cette appellation quelque peu particulière de Pakinou, soit devenue, au fil du temps, une fête ouverte aux autres communautés nationales, à travers le brassage des peuples, des cultures et des traditions de notre chère Côte d'Ivoire. Le président de la République vous traduit sa fierté pour cette contribution significative à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. À Pakinou 2017, l'on parle de cohésion sociale mais aussi de développement. Un développement qui passe nécessairement par l'acceptation des différences culturelles. En cela, bien que du nord de la Côte d'Ivoire, les communautés de la région du Poro ont été les invités des communautés du Grand Centre pour cette 4e édition de l'événement. Partenariat entre les régions du pays, brassage culturel. Pakinou du Bélier, depuis sa première édition tenue en 2014 à Tébissou, commence à prendre de l'ancrage. L'événement pourrait être institutionnalisé et Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, serait le lieu de prédilection des organisateurs qui ont choisi de rassembler les populations en mettant en exergue le pagne traditionnel Médine Bélier et d'évoquer l'émergence de la Côte d'Ivoire. Lors de Pakinou Bélier, cette année, 16 personnes qui ont œuvré pour la cohésion sociale ont reçu la médaille du mérite de la solidarité des mains de la ministre Mariotou Kone Abdoul Kader Segodogo Guédouman. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. La célèbre place du Bélier accueille la cérémonie de reconnaissance aux personnalités de la région du Bélier qui, de par leurs actions, auront contribué à asseoir un climat de paix et de cohésion sociale entre les peuples de Côte d'Ivoire. Des efforts reconnus par le gouvernement. Votre distinction de ce jour fait de vous, en Côte d'Ivoire et au-delà, des artisans de paix et de cohésion sociale. Pakinou du Bélier, par le brassage intercommunautaire, par les actes d'alliance qu'il scelle, nous offre l'image de la Côte d'Ivoire fraternelle, terre d'hospitalité, terre de fraternité, comme le dit notre hymne national. Ils sont au total 16 récipiendaires, à savoir 3 commandeurs, 3 officiers et 10 chevaliers qui ont reçu la médaille du mérite de la solidarité nationale. Ils laissent entrevoir leur joie et surtout, ils sont motivés à continuer de plus belle. C'est des sentiments de joie et de gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous savez, le bien le plus précieux qu'on pourra laisser demain à nos enfants, qu'on pourra léguer demain, c'est la paix. C'est ce qui nous a été légué. Il est bon de l'entretenir pour qu'on puisse avoir un pays qui soit prospère. Notons que cette cérémonie de distinction s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Pakinou Bélier 2017. Pakinou, c'est l'occasion de retrouvailles à un moment festif où il y a à boire et à manger. Et cette année, dans le village d'Akwebe Sekro, le bandji, le vin de palme, a été valorisé. Et c'était en présence de Jen Atoubé. Aussitôt le jour levé, et déjà les populations du village d'Akwebe Sekro, à 5 km de Yamoussoukro, répondent à leur rendez-vous quotidien, toujours au même endroit. C'est un rituel. Ici, on vend le bangui, du vin de palme. Une boisson bien prisée qui fait concurrence aux autres et fait aussi l'objet d'une très forte demande, surtout en cette période de Pakinou. Le chef a demandé à ce qu'il n'y ait pas de rupture de bangui ici à Kwessekro. Donc nous aurons du bangui en quantité suffisante et dans la qualité qu'il faut. Le maison, comme on l'a dit, ça, ce sont nos cultures. Et tout le monde, tous ceux qui viennent d'ailleurs pour venir fêter la Pâque, on fera le maximum de nos efforts pour avoir assez. Il m'a vendu à 300, les 2 litres. Normalement, c'est 200. Mais tellement que ça manque, lui aussi nous revend un peu cher. La place Bangui, dans le village de Kwessekro, ne désemplit jamais.
Jules est le seul vendeur de cette localité pittoresque et il gère bien son monopole. Tous les matins, les paysans du village le ravitaillent à satiété. Entre eux et lui, un long bail de confiance. De leurs différentes plantations, ils extraient le bangui selon les techniques bien maîtrisées, léguées par leur père. Tu fais tomber le palmier, tu tailles le palmier, tu creuses. Maintenant, il faut percer pour que le jus verse dans le pot. Voilà. Donc après avoir fait ça, tu mets le pot en bas, tu souffles, tu récoltes ton bangui. On vient à 5h30 pour extraire le bangui. Maintenant on va au village à de 7h30, on va livrer puis on vient travailler au champ. Individuellement, tu peux vendre ton bangui, celui qui a le temps. Mais comme nous n'avons pas le temps, nous travaillons au champ. Celui qui travaille au champ, qui sait qu'il n'a pas le temps, il va livrer à Jules. Mais celui qui a le temps, il va vendre son bangui individuellement. À Akpesekro, William et Jacob sont les deux fournisseurs de Jules. Leur complicité tient non seulement de leur appartenance au même village, mais aussi de ce qu'ils ont des champs voisins et gèrent ensemble les pieds de palmier desquels ils extraient le bangui. Pour la première fois, ils reçoivent dans leurs champs des jeunes dames venues de la ville pour fêter Paquinou. Parmi elles, Martine qui découvre pour la première fois le processus de fabrication du vin de palme dans sa version originale. Moi j'aime le bangui, on envoie, je bois. Mais aujourd'hui j'ai vu comment on extrait le bangui, je suis très contente. Tu as goûté, c'était comment? Très bon, naturel, pas les lévis d'Abidjan là. L'anko, c'est nourrissant. Et des fois même je prends ça, je suis toujours en forme. Quand c'est du bon. Mais quand c'est pas bon, tu prends, ça te donne mot de ventre. Cette année, Paquinou à Akpesekro est l'occasion de valoriser le vin de palme. Le bangui, dans cette localité, a depuis longtemps acquis des lettres de noblesse. Et bonne fête à vous, Eugène Toubé à Akpesekro avec le bangui. Parlons maintenant avec Venance Maniamien de l'histoire des œufs de Pâques, l'œuf représentant la vie et la renaissance. À regarder. Du simple œuf coloré au plus prestigieux œuf de Fabergé, l'œuf de Pâques est resté une tradition dans le monde entier. En Italie, de nos jours encore, on fait bénir les œufs de Pâques que l'on place au centre de la table. C'est une tradition que les gens ont tendance à lier avec la résurrection du Christ. Symbole de fertilité, de vie et de renaissance, l'œuf est associé à la fête de Pâques depuis l'Antiquité. À cette époque, durant la période du carême, il était interdit de manger des œufs. Les œufs alors pondus par les poules étaient conservés et le jour de la Pâque, on les faisait bénir, puis on les peignait et enfin on les donnait aux enfants. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les œufs ne sont plus distribués aux enfants pendant la fête de Pâques, mais ils peuvent s'en procurer dans les pâtisseries. Les pâtissiers ont perpétué cette légende en proposant à la place des œufs du chocolat fait en forme d'œuf à leurs clients. Ils y ajoutent même des fantaisies. Nous, on a préféré faire les chaussures. On a essayé de mélanger un peu. Sinon, c'est les œufs et les poules qu'on le fait, les œufs de Pâques. Les prix varient d'un modèle à un autre et selon les pâtissiers, les clients ne se font pas prier. Il y a vraiment un engouement. Les clients viennent, nous sommes vraiment très contents. C'est très prisé en période de fête, surtout de Pâques. Les prix varient. On a, je crois, le plus petit panier, il fait 10 à 15 000 et jusqu'au plus gourmand qui va jusqu'à 60 à 65 000, en fonction de la garniture et de tout ce qu'il y a dedans. Même si elle ne sait rien de l'histoire des œufs de Pâques, cette jeune fille raffole du chocolat. Je suis venue acheter des œufs de Pâques pour les partager avec mes amis. Bah non, c'est juste pour manger du chocolat. De nombreuses fêtes païennes célébraient la résurrection de la nature symbolisée par l'œuf porteur d'un germe de vie. Mais c'est très probablement de l'interdiction faite par l'Église jusqu'au XVIIe siècle de consommer des œufs pendant le carême qu'est née la tradition des œufs de Pâques. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces œufs jusqu'à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock.
Cette information, le pape François a célébré la traditionnelle messe de Pâques sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome devant des milliers de fidèles encadrés par un important dispositif de sécurité. Hier, ici en Côte d'Ivoire, c'était la veillée pascale, un véritable moment de communion et de renouvellement des âmes chez les catholiques et les christianistes célestes. Serge Colliard. La veillée de Pâques à la paroisse Saint-Ambroise, ma vigne de Cocody en Gré, démarre par une procession. Cierge pascal en mai, le père curé Pascal Seka met les fidèles catholiques dans les conditions du renouvellement de leur âme et de leur esprit. En ce jour qui marque la résurrection du Christ, le célébrant appelle sur les uns et les autres la lumière du monde, la lumière du Christ pour dissiper les ténèbres des cœurs et des esprits. Notre émergence à nos chrétiens, nous disons que c'est avec le Christ ressuscité pour que ce pays ressuscite vraiment de ses cendres. J'appelle donc tous les Ivoiriens à emprunter le chemin de ressuscité, à emprunter la dynamique de la résurrection qui veut dire mort à soi, mort à ses péchés, mort à sa haine pour donner la vie. À Saint-Albert le Grand, à Sainte-Cécile ou encore à Saint-Bernard, baptême, mariage, liturgie de prière et de parole et bien d'autres sacrements ont marqué la résurrection de Jésus. À l'église du christianisme céleste, la célébration de ce jour saint a eu lieu juste à côté du cimetière municipal de Port-Boué. Tout un symbole qui appelle les fidèles au bannissement du péché et à la restauration de leur vie. Une sorte de résurrection. Le prophète dit, Jésus est mort pour vous donner une nouvelle vie. Donc allez au cimetière faire la prière pour que votre malheur soit enterré en sainte vie et ressuscité avec une vie glorieuse, céleste avec Jésus-Christ. À cette veillée, le révérend pasteur Eddie Moublin-Jacob a reçu des hôtes de marque, notamment le fils d'Emmanuel Ochofa, père du christianisme céleste. Je saisis cette occasion pour lancer un appel de paix, d'amour, d'unité, d'unification à tous les fidèles du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, en leur demandant de se pardonner. Des prières pour la paix et pour le salut des âmes ont meublé ce moment spécial de communion avec le Christ ressuscité. Elle est tout à fait autre chose à présent. Le ministre de l'Industrie et des Mines était il y a de cela quelques jours à Kaniasso, dans la région du Folan, au nord de la Côte d'Ivoire, pour installer le comité de développement local minier pour suivre l'exploitation d'une mine de manganèse dans cette localité. Fermée en 2014 en raison de la baisse du prix du manganèse, la société Ivoire Manganèse a repris ses activités au dernier trimestre de 2016 à Kaniasso. À cet effet, un comité de développement local minier a été mis sur pied. Ce comité a pour mission de gérer le plan de développement local élaboré par les communautés riveraines et les autorités administratives. Le maire de Kaniasso, Chantal Fani, a souhaité que l'exploitation de la mine contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Présent à cette cérémonie d'installation, le ministre de l'Industrie et des Mines a invité les membres à travailler dans l'intérêt des populations. Au responsable de la société minière, Jean-Claude Brou a demandé le respect du code minier ivoirien et surtout a investi 0,5% de leur chiffre d'affaires dans le développement local. Le développement des infrastructures et des services sociaux de base sont entre autres le rôle de ce comité qui réunit les représentants des communautés impactées par les activités minières. Depuis la relance de ces activités, la production mensuelle de la société Ivoire Manganèse est de 40 000 tonnes. Un reportage de Kwasi Imamadou. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro, où là-bas de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique ont rendu visite aux petits producteurs bénéficiaires de projets agricoles. La délégation est allée les évaluer en vue de les soutenir. Chantal Oumar-Kandan. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée sur la voie d'une croissance forte, portée notamment par les investissements dans l'agriculture et le soutien aux petits producteurs. Dans cette optique, plusieurs projets agricoles ont vu le jour. C'est le cas du projet sud-coréen Simol Ndong, dont la phase pilote a été expérimentée dans 2 villages de Yamoussoukro. Pour évaluer cette phase expérimentale, une délégation de partenaires techniques et financiers a effectué une visite des exploitations financées par la Banque africaine de développement.
Première escale à 12 km de Yamoussoukro, dans le village de Mbekro, où des jeunes ont bénéficié de ce projet. Avec ce projet, on a construit un centre de santé, une école, on a construit logement et on a fait un barrage. Et c'est dans ce fonds-là qu'on a déposé 9 millions à la COPEC pour que les jeunes puissent en prendre en charge. L'un d'eux, Kwasi Ngoran, est producteur de tomates. Il a vu son rêve se réaliser. Ça me fait 2 ans que j'ai reçu les 200 000. Aujourd'hui, je fais une superficie de 3 000 m². Je récolte 9 tonnes. J'emploie 4 jeunes qui sont payés à 30 000 francs dans le mois. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je dis aux jeunes de se mettre au travail, car c'est le travail qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Même village, un autre décor. Les membres de la coopérative des tisserands de pagne traditionnels sont unanimes sur l'amélioration de leurs conditions de vie grâce à ce projet. On travaille en groupe. Quand il s'en va à vendre là, quand il vient là, donc on met dans notre caisse. Et puis le bénéfice, on prend aussi pour travailler. On a pris 500 000, donc on a remboursé 700 000. C'est un bon projet, on voudrait qu'on nous aide encore. Aujourd'hui, je m'en sors un peu. La délégation s'est ensuite rendue dans la sous-préfecture de Lolobo pour rencontrer la coopérative des productrices de manioc. Leurs activités principales sont la production et la transformation du manioc. Au départ, à la naissance du groupement, il y avait des difficultés. Maintenant, ces difficultés sont en train d'être levées, donc elles reprennent maintenant en force. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsque le groupement vend la production d'un membre, il y a une quote-part qui revient à la caisse du groupement. Ce qui fait que d'ici quelque peu, elle peut peut-être s'autosuffire. Sur le terrain, c'est la NADER qui accompagne ses producteurs dans la mise en œuvre des différents projets. Ce que vous avez vu en Mbekro, c'est un partenariat entre la NADER et la KRC, la coopération coréenne, qui a voulu que la BAD porte son processus de développement et qu'on puisse aussi l'étendre à la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons voulu montrer ici à Lolobo, c'est qu'avec le manioc, aujourd'hui, le manioc est en train de devenir une culture de rente. Et dans sa transformation, on a mis en place tout un ensemble de plateformes de chaînes de valeur et de plateformes dans lesquelles tous les opérateurs interviennent pour que les intérêts des uns et des autres puissent aussi être protégés et qu'ensemble on puisse monter à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, la tchéké est consommée par pratiquement tout le monde entier. Ces visites de terrain s'inscrivent dans le cadre du Forum sur la Révolution verte en Afrique, prévu au mois de septembre prochain à Abidjan. En prélude à cette rencontre internationale, les partenaires techniques et financiers ont voulu s'imprégner des réalités agricoles des petits producteurs en vue de mobiliser les opérateurs désireux d'investir dans la transformation du secteur agricole. Deuxième grand titre de cette édition, intéressons-nous aux erreurs médicales. C'est avec Alexis Ouedraogo qui a rencontré une patiente qui en a été victime. En 2007, Hermione a de violentes migraines et des douleurs intenses dans le cou. Après une consultation dans un centre hospitalier, il lui est diagnostiqué une tumeur bénigne. Une opération chirurgicale est programmée, rien de bien alarmant. Mais voilà, le jour de l'opération, tout dérape. Premier choc pour Hermione, le médecin est en communication téléphonique durant l'opération. Il était en train de commander son plat pour midi. Je crois un d'autre quelque part là-bas qu'on lui donne, on lui réserve un plat d'agouti avec un vin, après ce que j'ai entendu. Pendant l'opération? Pendant l'opération. Autre incident, l'anesthésie qu'on lui a injectée est sans effet. J'étais obligée de faire un signe pour qu'il sache que je sentais ce qu'il faisait et que je ne dormais pas. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après ton signe? C'est là qu'il a laissé tomber le téléphone et dit, mais toi, tu vas me créer les problèmes. Quelle histoire? Tu as mal et puis j'ai bougé les yeux pour lui dire oui. Hermione subit douloureusement les coupes du bistouri. 6 heures après l'opération, elle sent un malaise. Elle le signale au médecin qui le met sur le compte de la récente opération. Quelques jours plus tard, après une radio exigée par sa tante, stupeur, une lame est découverte dans son cou. C'est comme un petit truc, comme une lame, petit truc.
Je sais pas si c'est ce qu'ils prennent pour faire l'opération. Ce petit truc brillant comme ça, qui était genre un fer, quoi, qui était. Des excuses, c'est tout ce qu'Hermione aura reçu de ce médecin. Elle n'a pas eu le courage de porter plainte. Pour comprendre comment et pourquoi un médecin peut se prêter à de tels agissements, nous nous rendons à l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Le docteur Akakro en est le président. Bonsoir mesdames. Après la présentation du cas d'Hermione, il tient à présenter deux types d'erreurs médicales existantes. L'erreur médicale fautive et l'erreur médicale non fautive. Ce qu'on pourrait appeler une erreur de diagnostic. Alors cette erreur de diagnostic, lorsqu'il y a une plainte et qu'il est prouvé que le médecin s'est entouré des dernières données scientifiques de la littérature et que malheureusement il y avait une pathologie qui était masquée, cela ne constitue pas une erreur médicale fautive. Dans le cas d'Hermione, l'erreur est fautive. Le protocole d'opération chirurgicale n'a pas été respecté. La jeune dame aurait dû porter plainte pour obtenir réparation. La loi lui en donne le droit. L'ordre des médecins ne sert pas à protéger les médecins obligatoirement. Lorsqu'ils font une erreur médicale, fautive bien entendu, dans ce cas-là, ils sont sanctionnés par un tribunal disciplinaire qui existe en son sein, voyez-vous. Et le patient a aussi la possibilité de saisir le tribunal pénal, le tribunal civil pour avoir des dédommagements de préjudice subis. Ces dernières années, de nombreux cas d'erreurs médicales ont été enregistrés. Avec elles, plusieurs mesures disciplinaires contre des médecins indélicats. En fait, la loi dit qu'il ne faut pas faire la publicité des sanctions vis-à-vis des médecins. Parce que lorsqu'un médecin, par exemple, est radié de l'ordre, cette radiation est de 3 ans. Voyez-vous? Pendant ces 3 ans, le médecin n'a pas le droit d'exercer la médecine. Mais au bout de 3 ans, il peut faire une demande de réintégration dans la corporation médicale. Le gouvernement appuie de plus en plus d'initiatives pour assainir le secteur, avec notamment la mise à disposition de stickers individuels et sécurisés pour tous les médecins assermentés et habilités à exercer en Côte d'Ivoire. Mais la population, elle, est invitée à la vigilance et surtout à ne plus garder le silence. Elle doit saisir les outils légaux. Changeons de sujet pour parler de la fête de l'Igname en pays Aniche. Après l'accord des ancêtres, la date officielle des retrouvailles doit être connue de tous. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs du canton de Niablé au Palais Royal. Victoria Angwa. Rendez-vous annuel et traditionnel. Bienvenue, mais aussi annonce officielle de la date de la fête de ce jeudi. Une exigence voulue par les ancêtres, eux qui veillent sur le canton. Un rendez-vous de l'ensemble des chefs du canton Niablé au Palais Royal. Avec eux, un membre de la famille nouvellement intronisé au Ghana. Le sang ne se perd pas parce que les racines demeurent. Un Européen parmi les chefs. Il est de la maison parce qu'en oubli il y a environ 3 ans par le chef de canton Nanakwakoukwao, le patient 3. Signe d'ouverture sur le monde. 2 bouteilles de guine pour demander l'autorisation au man. Le tam-tam parleur va jouer 7 rythmes différents pour annoncer aux 7 grandes familles de Niablé que la fête de l'Igname a lieu le lendemain. La fête est vraiment effective ce vendredi saint, en présence des chefs du canton Niablé et des chefs des grandes familles. Au lendemain de la fête, un déjeuner champêtre a été donné aux invités à Notre-Dame des Champs. Nous vous le disions dans nos titres, au moins 112 personnes ont péri dans un attentat suicide mené hier samedi contre des bus transportant des personnes évacuées de localités syriennes loyalistes. Parmi les 112 morts figurent 98 personnes évacuées des localités de Foua et de Kafraya au nord-ouest de la Syrie.
Le magazine de ce dimanche a pour thème l'industrialisation en Afrique de l'Ouest avec en prime le système de qualité et l'agro-industrie. Notre invité est M. Kalilou Traoré, commissaire de la CEDEAO chargé de l'industrie et de la promotion du secteur privé. M. Kalilou Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bienvenue dans ce nouveau décor qui, on peut le dire, respecte les normes internationales. Vous qui parlez souvent de qualité, ce décor du studio de la RTI. Je vous remercie de me recevoir dans ce décor sublime qui honore la Côte d'Ivoire, mais qui honore également la CEDEAO que je représente ici pour faire donc cet entretien. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, je voudrais vous demander en quoi consiste l'industrialisation en Afrique de l'Ouest. Et ça fait partie du thème de notre entretien. Allez-y. L'industrialisation, c'est de la création de valeur, c'est de la création de richesses, c'est du développement technologique. C'est donc un moyen indispensable pour tout pays qui veut émerger, pour tout pays qui veut se développer. Et c'est pourquoi tous nos pays, tous les pays de l'Afrique en général, se sont lancés dans les politiques de développement industriel. Et à la création de la CEDEAO, il s'est avéré que le défi de l'industrialisation ne pouvait pas se gagner tout seul par les États. C'est ainsi qu'en 2010, les chefs d'État ont adopté la politique industrielle commune de la CEDEAO. Et c'est dans le cadre de cette politique que nous essayons de mener un certain nombre d'actions pour aider les pays dans leur politique de développement industriel. Très bien. Autre sous-thème, nous avons parlé du système de qualité en Afrique de l'Ouest. De quoi s'agit-il également? Alors, la politique industrielle comprend un ensemble de piliers. Et l'un de ces piliers majeurs est le système qualité. Parce qu'aucune politique industrielle ne peut se développer si l'environnement de la qualité n'est pas assuré. L'industrialisation veut dire la production de biens et de services de qualité. Et donc, nous avons mis en place ce pilier important qui est donc le système qualité régional, avec pour objectif d'aider les pays à renforcer les systèmes nationaux. Le système qualité, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des dispositions institutionnelles, des dispositions réglementaires, des dispositions techniques qui sont mises en place pour assurer que les entreprises produisent des biens et des services de qualité et que les consommateurs, n'est-ce pas, sont assurés de pouvoir donc avoir des produits de qualité. Et donc, ce programme suit son cours depuis un certain nombre d'années. Nous avons commencé à harmoniser les normes entre les États. Vous savez, chacun des 15 États de la CEDEAO a des normes nationales et si vous ne les harmonisez pas, vous ne pouvez pas permettre les échanges entre ces pays et vous ne pouvez pas permettre à ces pays de pouvoir échanger sur le marché international. Nous avons travaillé sur un certain nombre de composantes n'est-ce pas, de ce système qualité, les questions de métrologie, les questions de certification, les questions d'évaluation de la conformité, etc., etc. Très bien. Alors, M. Traoré, nous avons parlé d'industrialisation en Afrique de l'Ouest, de système de qualité. Parlant de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas ne pas parler d'agro-industrie. On sait que l'Afrique de l'Ouest est une sous-région agricole. Oui, alors dans la politique industrielle commune de la CEDEAO, nous avons plusieurs piliers sectoriels. L'agro-industrie est le premier pilier sectoriel qui est suivi par l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile et l'industrie des matériaux de construction. Et là, nous, dans le cadre de l'agro-industrie, nous avons constaté que beaucoup de pays, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, ont en commun un certain nombre de produits. Lorsque vous prenez le cacao, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Ghana, vous avez le Togo, vous avez le Nigeria, qui à eux seuls représentent près de 70% de l'offre mondiale. Mais il y a encore très peu de coopération entre ces pays et donc dans le cadre régional, nous essayons de mettre un cadre de coopération qui va permettre aux pays non seulement de peser sur le marché, mais aussi d'attirer l'investissement nécessaire pour la transformation de ces produits. Nous faisons la même démarche dans le cadre de l'ananas. Vous avez 13 pays de la CEDEAO sur les 15 pays qui produisent de l'anacarde. Et jusqu'à présent, ces pays travaillent très peu ensemble.
Et donc nous sommes en train de travailler pour mettre ensemble tous ces pays qui vont représenter une force au niveau de l'offre mondiale et qui peuvent, n'est-ce pas, mutualiser les efforts pour l'industrialisation de cette filière. Nous allons revenir sur cette mutualisation, mais en attendant, vous le disiez à l'instant, que le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest financé à hauteur de 12 millions d'euros, soit un peu plus de 7 milliards de francs CFA par l'Union européenne. Justement, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré qui nous donne plus de détails. Le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, PSQAO, est un appui à la politique qualité de la CEDEAO dénommée ECOQUAL. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. L'Union européenne appuie l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'infrastructure qualité depuis 2001 à travers le programme Qualité de l'Afrique de l'Ouest, PQAO. Après cette première phase réussie qui a pris fin en 2005, elle a financé une deuxième phase de 2007 à 2012 avec des résultats tangibles. Il s'agit entre autres de l'adoption d'une politique nationale et régionale de la qualité, la définition d'un schéma régional d'infrastructure qualité, l'adoption de normes régionales, l'accréditation de 21 laboratoires, essais, étalonnage, l'équipement de laboratoires de métrologie et la formation de plus de 4000 membres du personnel de laboratoire. Depuis novembre 2014, elle finance une troisième phase qui évolue sous le nom du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, PSQAO, avec pour objectif le renforcement de l'intégration économique, régionale et commerciale de l'Afrique de l'Ouest par la création d'un environnement propice au respect des règles du commerce international et des règlements techniques. Allez, merci Astou Touré. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis 2014 par ce programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONUDI? Comment vous coordonnez justement ce système? Oui, alors, le système est coordonné en s'appuyant sur des points focaux nationaux qui se réunissent régulièrement, qui passent en revue les différents programmes qui existent dans tous les pays de la CEDEAO. Nous travaillons avec des gouvernements, les ministres de chaque pays, et dans chaque ministère, il y a donc des points focaux qui sont les éléments, les acteurs réguliers sur les différents programmes. Nous avons fait un certain nombre d'activités, je le disais tout à l'heure. Nous avons harmonisé une centaine de normes au niveau régional, dans le domaine essentiellement agro-industriel. Nous avons fait la formation de beaucoup de techniciens, de beaucoup d'auditeurs et certificateurs qui sont nécessaires pour les entreprises qui veulent bénéficier d'un certificat, n'est-ce pas, dans les normes ISO, pour pouvoir donc se positionner sur les marchés régionaux et internationaux. Nous avons également accompagné un certain nombre de laboratoires dans le domaine de la métrologie, dans le domaine des laboratoires d'analyse. Nous avons mis en place un système d'accréditation, parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de système d'accréditation opérationnel en Afrique de l'Ouest. Pour qu'un laboratoire soit accrédité, il faut aller chercher cela très loin et de façon très coûteuse. Donc nous avons mis en place les structures de ce système d'accréditation qui n'est pas encore opérationnel, mais qui devra l'être dans les mois qui viennent. Alors justement, comment se fait la formation? Mais la formation se fait en partenariat avec des formateurs qualifiés de l'ONUDI et d'autres systèmes de l'ISO et d'autres organismes internationaux, de PTB, de l'Allemagne. Donc nous avons des partenariats techniques avec des organismes qui nous permettent d'encadrer ces jeunes et leur permettent de maîtriser les outils d'audit, les outils de certification. Alors très bien, au niveau agricole, je vous le disais à l'instant que nous allons y revenir, quelles sont les dispositions prises pour booster ce secteur qui est vital pour le continent africain, avec par exemple le cacao et l'anacarde, vous en parliez à l'instant? Oui, alors, je le disais tout à l'heure, dans le domaine de cacao, l'Afrique de l'Ouest fournit 70% de la production mondiale. Et c'est une position dominante qui devrait lui permettre d'avoir une certaine force sur le marché
une certaine force pour transformer ces produits et une certaine force pour se mettre à l'abri des fluctuations que nous connaissons et qui font souffrir bien sûr nos pauvres paysans. Et je crois que c'est la situation courante en ce moment. Et donc l'industrialisation doit nous permettre de nous mettre à l'abri. Et cela, la coopération régionale est une voie royale pour y arriver. Et c'est pour cela que la CEDEAO accompagne les pays dans ce sens. Les pays ont déjà exprimé leur volonté de coopérer. L'année dernière, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et le président du Ghana étaient dans un panel aussi au forum. Et au menu de leur discussion, c'était la question du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans le domaine du cacao. Et nous sommes en train de le faire au niveau régional pour l'étendre au Nigeria et au Togo, qui sont également des producteurs de cacao. La même chose dans le domaine de l'anacarde. La région offre 90%, n'est-ce pas, du commerce mondial de l'anacarde. On ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer qu'avec une telle force mise ensemble, on ne puisse pas faire quelque chose. Encore une fois, la CEDEAO, qui a pour mandat d'aider les pays à s'intégrer, à devenir une force, n'est-ce pas? La CEDEAO est en train d'aider les pays dans ce sens pour réussir ce regroupement, pour pouvoir, n'est-ce pas, décupler, accélérer le processus d'industrialisation. Très bien, alors on produit l'anacarde et le cacao, il faudra penser à la transformation. Alors comment faire reconnaître la marque CEDEAO? Alors, la marque CEDEAO n'existe pas encore. Dans le cadre du programme qualité, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait cette marque. Actuellement, chaque pays a sa marque. Nous voulons développer une marque, n'est-ce pas, Afrique de l'Ouest, une marque CEDEAO, comme il existe une marque Union européenne, de façon à ce que cette marque étant reconnue à travers le monde, nos entreprises puissent recevoir l'encadrement nécessaire pour pouvoir se positionner sur tous les marchés et pour faciliter les échanges également au niveau de la région. Alors, recevoir les formations nécessaires, formation de qui? Parce que les produits qui vont quitter l'Afrique de l'Ouest, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on produit des mangues, on les envoie en Europe, il faudrait que ces produits soient certifiés et que ces produits puissent être consommés par les Européens en reconnaissant vraiment une véritable marque, la CEDEAO. Oui, ce qui est normal, et la marque CEDEAO sera conforme aux exigences, n'est-ce pas, internationales. Et c'est pourquoi la CEDEAO met en place tous ces systèmes pour faciliter en fait l'encadrement et, n'est-ce pas, la fourniture de services qualité aux entreprises qui en ont besoin. Actuellement, si vous voulez bénéficier de ces services, vous devez les payer très cher et aller les chercher très loin. En Europe, aux États-Unis. Et nous voulons donc rapprocher cela, créer des structures au niveau régional et au niveau national pour pouvoir satisfaire les demandes en qualité des consommateurs et des entreprises. Et dès lors qu'on a ces produits de qualité, nos produits pourront être vendus en Europe et aux États-Unis avec la marque CEDEAO sans être contrôlés à nouveau. Oui, la marque CEDEAO sera une marque de confiance, une marque qui va, n'est-ce pas, se faire connaître et se faire respecter, ce qui veut dire qu'en interne, nous allons assurer tout le contrôle derrière pour qu'il n'y ait pas de délivrance de complaisance. Très bien. Alors, vous intervenez au nom de la CEDEAO, je dirais, vous parlez de qualité. Les dispositions prises par le programme pour soutenir les pays de l'Afrique de l'Ouest qui veulent être émergents les années à venir. L'Afrique de l'Ouest, hein? Oui, vous savez que, comme on le dit, je le disais tout à l'heure, si vous voulez émerger, il faut passer par l'industrialisation. Et nous savons que les pays individuellement pris iront lentement et difficilement à l'industrialisation. La CEDEAO apporte, n'est-ce pas, un cadre régional pour accélérer ce processus d'industrialisation, donc ce processus d'émergence de tous les pays de la région. Alors très bien, une réunion des ministres de la CEDEAO a lieu ici à Abidjan les 20 et 21 avril. De quoi s'agira-t-il et puis qui va participer à cette réunion? Alors justement, nous accueillons à Abidjan une grande réunion des ministres de la CEDEAO, les ministres de l'industrie et les ministres de l'agriculture qui vont examiner des dossiers importants. Le premier dossier que les ministres vont donc examiner, c'est le dossier sur l'anacarde et le dossier sur le cacao.
il s'agira pour les ministres d'examiner des projets de résolution qui ont déjà été élaborés par des techniciens des différents pays pour pouvoir mettre en place le cadre de coopération régionale sur l'anacarde et sur le cacao. Les ministres vont également examiner et adopter le système régional, l'infrastructure régionale de qualité, qui va consister à la mise en place d'une agence régionale de qualité et d'un certain nombre de comités techniques qui vont encadrer, n'est-ce pas, toute l'infrastructure qualité dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce sera votre mot de la fin. Nous recevions pour le magazine de ce dimanche M. Kalilou Traoré, commissaire de la CEDEAO chargé de l'industrie et de la promotion du secteur privé. Et nous avons parlé du système de qualité en Afrique de l'Ouest, d'agro-industrie et d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.